Monsieur le Président, Madame la Ministre, on a eu peur que vous ayez peur du débat, mais tant mieux que vous soyez avec nous. Mes chers collègues, le groupe CRCE a demandé ce débat sur l'avenir d'EDF et le projet Hercule pour 3 raisons. D'abord, du fait de l'opacité des négociations avec la Commission européenne, alors que ni les parlementaires que nous sommes, ni les usagers, ni les salariés ne sont aujourd'hui informés. Le pire, c'est que vous envisagez de passer par un cavalier législatif dans le texte de la Convention citoyenne en nous demandant de vous autoriser à légiférer par ordonnance. Pour nous, c'est non, et je pense que l'ensemble des groupes qui composent cet hémicycle seront d'accord avec nous. La deuxième raison, c'est qu'à chaque démantèlement d'une entreprise publique, que ce soit France Télécom, GDF ou encore la SNCF, les prix explosent pour les usagers qui deviennent des clients et les conditions de travail des salariés se dégradent. Mais le pire, c'est lorsque vous livrez un monopole naturel au privé. Cela conduit souvent à des scandales financiers, économiques et sociaux, comme les privatisations des autoroutes ou de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors, plutôt que d'attendre 10 ans pour faire une commission d'enquête qui démontrera ce que nous savons déjà, chaque groupe doit se prononcer aujourd'hui. Voulons-nous livrer un monopole de fait et démanteler une nouvelle fois une entreprise publique, alors que tout nous invite à faire exactement l'inverse? Enfin, vous vous abritez derrière un argument. Ce projet Hercule ne serait qu'un débat très technique sur une simple réorganisation de l'entreprise, sans conséquence pour les usagers ni les salariés. Nous pensons au contraire que ce débat est extrêmement politique et qu'il n'y a pas de fatalité. Nous voulons profiter d'ailleurs de ce débat pour donner à toutes et tous les clés pour bien le comprendre. L'énergie, et donc EDF, est un bien commun, indispensable à toutes et tous, comme le rappelle notre Constitution et son préambule de 1946. Elle est nécessaire pour se chauffer, se laver, manger, mais aussi se déplacer, produire et consommer. Et avec l'arrivée de la 5G et des objets connectés, les data centers, les voitures électriques, les besoins en électricité et en énergie seront à l'avenir toujours importants. Nous avons donc besoin d'une véritable réflexion sur son système de production, de transport et de distribution, mais également sur la maîtrise de la demande énergétique, loin des slogans moralisateurs d'EDF avec sa campagne #MettonsPull. Les enjeux de souveraineté industrielle, sanitaire et énergétique devraient être au cœur des politiques publiques qui façonneront notre économie pour les années à venir. A contrario, le choix a été fait de la livrer au marché. Or, c'est précisément l'erreur que font les libéraux, avec des conséquences dramatiques. Théoriser que l'énergie est une marchandise comme une autre révèle soit d'une méconnaissance totale du sujet, soit de la mise en œuvre d'une véritable escroquerie en bande organisée. L'énergie est le seul bien où la production doit être absolument égale à la consommation pour notre marché national, même si, évidemment, nous pouvons être exportateurs ou importateurs, car aujourd'hui les réseaux sont connectés. Si vous produisez plus, c'est la surtension et le blackout. Si vous produisez moins, c'est la sous-tension et donc le blackout. En conséquence, le mythe de la compétition entre acteurs alternatifs et entreprises historiques, dans le but de faire baisser les prix, ne peut être qu'un leurre, car une entente entre l'ensemble des acteurs est absolument nécessaire pour livrer les besoins exacts aux usagers. Et donc les libéraux ont créé de toutes pièces un marché de l'énergie qui vise non pas à répondre à la demande ou à baisser les prix, mais bien à faire varier les prix artificiellement pour garantir des dividendes aux acteurs alternatifs. Et c'est précisément pour cela que depuis un siècle, des réflexions ont été engagées pour sortir l'énergie des lois du marché. Il aura fallu 2 tentatives avortées. La première, celle de Jean Jaurès en 1894, et la deuxième du Front populaire à la fin des années 30, pour que la France nationalise enfin le secteur de l'énergie, électricité et gaz, mais aussi les mines, entre 1944 et 1947. Et un statut protecteur est également créé pour les agents par le ministre communiste Marcel Paul. EDF était la garantie d'égalité de nos territoires. Où que vous habitiez, vous aviez accès à l'électricité à un prix accessible au plus grand nombre grâce aux tarifs réglementés. Pourtant, à partir du début des années 90, la libéralisation est lancée
avec la création de RTE pour le transport et Enedis pour la distribution. Hercule, c'est une nouvelle étape du démantèlement et de la déréglementation du secteur de l'énergie, puisque vous vous apprêtez à désintégrer l'entreprise publique et à la livrer au marché financier. C'est donc une nouvelle spoliation d'un bien commun, avec pour seul résultat des libéralisations 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique, des augmentations successives des tarifs réglementés de près de 70% et les attaques incessantes contre ces tarifs réglementés. Ce projet Hercule, c'est l'enfant de Jupiter, négocié avec la Commission européenne. D'ailleurs, cette négociation est un marché de dupes, car augmenter le prix de l'Arenh pour mieux rémunérer EDF, fragilisé par les investissements à venir, en contrepartie de démanteler l'entreprise publique et de concéder des concessions au privé sur les barrages hydroélectriques, est une hérésie. Arrêtons-nous un instant sur ce système aberrant qu'est l'Arenh et prenons un exemple pour mieux en comprendre la situation. Imaginons que l'on demande à Renault de vendre un quart de sa production de Clio à Peugeot à prix coûtant, afin que Peugeot puisse venir concurrencer Renault sur le marché automobile. Vous pensez que c'est complètement fou? Eh bien, remplacez Renault par EDF et Peugeot par les acteurs alternatifs, et vous avez le système de l'Arenh. Ajoutons-y la demande des alternatifs de sortir de l'Arenh pendant la crise pour aller se servir sur le marché de gros de l'électricité, dont le prix du mégawatt était tombé à 21 € contre 42 avec l'Arenh. Pour les alternatifs, c'est donc fromage et dessert. Et ils auraient d'ailleurs tort de s'en priver, car c'est EDF et les usagers qui payent la note. N'oublions pas trop rapidement que l'Arenh avait été inventée, soi-disant, pour permettre aux acteurs alternatifs d'investir pour produire à leur tour. Résultat, le néant. Alors, que savons-nous d'Hercule et de la future architecture d'EDF? Il y aura 3 entités. D'abord EDF Bleu, qui inclut le nucléaire et le thermique à flamme et qui sera nationalisé à 100%. Ensuite EDF Vert, qui comprendrait Enedis, les énergies renouvelables, Dalkia EDF, Outre-mer et Corse, une partie des activités internationales et la direction commerciale. Cette entité sera livrée au privé à hauteur de 35%. Et enfin, EDF Azur, avec les barrages hydroélectriques qui resteraient publics, mais dont les concessions pourraient être confiées au privé. Nous en voyons 3 risques. En premier lieu, il faut préciser un peu. On a pu penser et entendre que ce projet reviendrait à nationaliser les dettes et privatiser les profits. Ce n'est pas tout à fait exact. La force d'une entreprise intégrée, c'est que les profits dégagés dans une branche peuvent être réinvestis dans une autre et vice-versa. Par exemple, on pourrait aujourd'hui investir dans la sécurisation du nucléaire, les EPR et le démantèlement des réacteurs qu'ils nécessitent. Or, isoler cette filière, et notamment des ENR et d'Enedis, qui réalisent des profits à hauteur de 600 millions d'euros chaque année, c'est amputer gravement l'entreprise de sa capacité à investir et à innover demain. Le pire, c'est que nous connaissons la suite. Dans quelques années, vous viendrez nous dire « Regardez, l'entité publique croule sous les dettes, il faut l'ouvrir au privé pour lui donner de la capacité à investir, blabla, blabla, blabla ». On connaît malheureusement déjà trop cette symphonie libérale. Nous voulons donc savoir s'il est vrai que le projet Hercule prévoit la création de ces 3 filières étanches entre elles, avec une holding de tête. Le deuxième risque qui nous guette, c'est celui des barrages hydroélectriques. Même s'ils restent propriété de l'État parmi les 150 barrages, combien de concessions seront confiées au privé? Car alors que la part du nucléaire... Pardonnez-moi avec le masque, 30 secondes, c'est pas évident. Car alors que la part du nucléaire est amenée à décroître dans notre mix énergétique, nous allons remettre au privé une part considérable de notre énergie pilotable nécessaire à l'équilibre électrique. Et nous courons le risque qu'il se passe la même chose qu'en Californie dans les années 2000, lorsque le privé avait organisé le blackout pour que les prix payés par l'État californien soient suffisamment rémunérateurs pour les actionnaires au mépris total de la population. Vous êtes donc en train de mettre notre sécurité et notre souveraineté électrique aux mains des marchés financiers.
Enfin, dernier problème, aujourd'hui, en cas de coup dur, comme les grandes tempêtes de 99, le service public et ses salariés répondent présents, y compris ceux des départements voisins. Qu'en sera-t-il demain, lorsque tout sera démantelé, que Direct Énergie aura le monopole sur une région, Total sur une autre et EDF une autre encore? Nous vous laissons imaginer les résultats de cette concurrence. Pour conclure, je voudrais simplement rappeler qu'en novembre 2016, le candidat Emmanuel Macron publiait un livre intitulé « Révolution ». Madame la ministre, mes chers collègues, ce qui serait révolutionnaire aujourd'hui, ce serait de cesser de suivre les vieilles recettes de Madame Thatcher et d'arrêter de tout livrer au marché. Dans tous les domaines, c'est un désastre. Il est temps d'admettre les erreurs qui ont été commises et d'y remédier plutôt que de s'obstiner dedans pour les justifier. Ce qui serait révolutionnaire, ce serait de renationaliser EDF et GDF, d'en faire deux entreprises publiques disposant d'un monopole public. Ce qui serait révolutionnaire, ce serait de constituer un véritable service public de l'énergie du XXIe siècle, démocratisé, co-géré entre les élus, les salariés et les usagers. Et si vous le souhaitez, nous avons déjà déposé cette proposition de résolution au Sénat. Il n'y a plus qu'à la mettre à l'ordre du jour et à l'adopter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et désolé pour ce petit manque de voix, mais je vous remercie de participer à ce débat. Bonne soirée. Merci, chers collègues. Donc, dans la suite du débat, la parole est à Madame Denise Saint-Pé pour l'Union centriste. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, la réorganisation éventuelle du groupe EDF par le projet Hercule, élaboré par sa direction à la demande du gouvernement, ne manque pas d'interroger. Sur le fond, tout d'abord, force est de constater que l'objectif recherché initialement avec la mise en place de l'Arenh est loin d'avoir été atteint. Imposer à EDF de réserver à ses concurrents français et européens une partie de sa production nucléaire à un prix fixe de 42 € par mégawattheure, qui n'a maintenant plus bougé depuis 10 ans, suscite des interrogations. Le bénéfice annoncé pour le consommateur, sous prétexte de concurrence accrue, est en réalité inexistant, avec un prix de l'électricité sans cesse croissant, au point que la précarité énergétique, auparavant un épiphénomène en France, est aujourd'hui une réalité grandissante. De notre côté, de multiples fournisseurs alternatifs qui ne produisent pas 1 kWh d'électricité boursicotent au gré des prix de gros et se fournissent chez EDF chaque fois que c'est à leur avantage. Je comprends donc que l'État négocie âprement avec Bruxelles pour remédier à cette situation ubuesque qui met à mal notre champion mondial de l'électricité. Pour autant, le projet Hercule visant à séparer le groupe EDF en 3 entités m'interpelle. Que l'État souhaite conserver dans le giron national un EDF bleu gérant le nucléaire, énergie qui a permis à la France de bénéficier depuis des décennies de l'électricité la moins chère d'Europe, cela me paraît indispensable et je souscris pleinement à cette approche stratégique. Qu'il en aille de même pour un EDF Azur, dédié à la production hydroélectrique de nos grands barrages, j'y souscris également, sous réserve néanmoins que les autres exploitants déjà en place en France, comme la CHEM dans les Pyrénées, voient également leurs intérêts préservés. En revanche, l'ouverture à des capitaux privés d'une filiale dite verte, dédiée aux activités de fourniture d'électricité aux particuliers et aux entreprises, au développement des ENR et surtout à la distribution d'électricité me paraît plus que hasardeuse. Sur la fourniture d'électricité, ce projet acterait la fin des tarifs réglementés en France, ce qui ne me paraît pas satisfaisant pour les abonnés concernés au vu de la situation économique des prochaines années.
Sur les énergies renouvelables, je m'inquiète également que l'appât du gain lié à la promotion du grand éolien offshore puisse relayer au second rang la production d'énergie renouvelable photovoltaïque ou issue de la biomasse, solution qui valorise nos territoires. Mais surtout, je suis indignée à l'idée que le réseau de distribution électrique, qui appartient aux collectivités locales, à nos communes et qui a simplement été concédé à Enedis, puisse dépendre des desiderata d'investisseurs privés. Cette hypothèse me laisse sans voix. Investir sur le réseau électrique est une nécessité, ce n'est pas une option. Les coupures d'électricité liées aux intempéries nous le rappellent régulièrement. J'ajoute que la péréquation nationale issue du TURP est la seule garante d'un service public de qualité, y compris en zone rurale. Le principe d'égalité des usagers du service public en dépend. Aussi, pourquoi vouloir remettre en question un système électrique national qui a fait ses preuves au risque de transformer, avec le projet Hercule, le groupe EDF en un colosse aux pieds d'argile? Sur la forme maintenant, pouvez-vous me confirmer, Madame la Ministre, qu'un projet de loi sera bien présenté au Parlement sur ce sujet, comme vous nous l'aviez annoncé ici au Sénat lors d'une audition au mois de novembre dernier? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons a logiquement relégué au second plan de nombreux débats sur l'avenir de notre pays. Toutefois, les discussions sur notre politique énergétique doivent impérativement revenir au premier plan en ce début d'année et je remercie le groupe CRCE d'avoir provoqué ce débat. Le secteur énergétique traverse une zone de turbulence avec des incertitudes et des changements profonds. La volatilité et la baisse des prix de l'énergie, les enjeux de la transition écologique avec la part croissante des énergies renouvelables ou encore les difficultés rencontrées pour l'entretien du parc nucléaire. En tant que groupe intégré à l'ensemble du secteur de l'énergie, EDF possède donc un rôle central en termes d'indépendance énergétique de notre pays, de maîtrise de notre politique énergétique et de transition écologique. Pourtant, les premières annonces du projet Hercule semblent aller totalement à contre-courant des besoins que nous imposent ces nouveaux défis. En effet, le gouvernement propose un découpage purement capitalistique de cet opérateur historique formé par le Conseil national de la résistance. Ne soyons pas dupes. Le gouvernement ne répond pas à une demande de la Commission européenne. Il poursuit simplement son opération de démantèlement des entreprises publiques par des considérations uniquement financières. Il est vrai que le groupe EDF a des difficultés, mais elles proviennent de choix politiques inadaptés et court-termistes. La sous-rémunération chronique de l'actif industriel d'EDF par l'AREN et la sous-capitalisation par un État actionnaire irresponsable ont logiquement conduit à la situation actuelle d'EDF. Alors que les enjeux de la transition écologique devraient être au cœur de nos discussions, le démantèlement du groupe EDF par le projet Hercule pourrait profondément remettre en cause nos choix en matière d'énergie et conduire à une perte de notre indépendance énergétique. En effet, la filiation à l'extrême de l'ensemble des activités du secteur énergétique risque de conduire à une profonde remise en cause de la cohérence de la filière électrique. Ainsi, la désintégration d'EDF priverait totalement le groupe d'une stratégie coordonnée à long terme, autant dans la production que dans la distribution. L'exemple des réseaux de distribution est frappant car il justifie à lui seul le monopole naturel du secteur de l'électricité par la complexité des infrastructures et de gestion de ce réseau. Dans le projet d'Hercule, la société Enedis serait intégrée à une filiale dont le capital serait ouvert au privé, 35% je crois. Est-ce que les logiques financières permettront de gérer un réseau de distribution performant et également réparti? Je crains que non. Ainsi, le contexte spécifique du marché de l'électricité implique que le gouvernement doit disposer d'une vraie capacité à mettre en œuvre une politique énergétique maîtrisée et souveraine. En ce contexte de crise sociale, la maîtrise des prix et la cohérence de la filière électrique doivent être notre principale préoccupation. Maintenir un tarif identique du kilowattheure pour l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit l'endroit où ils habitent, est une mesure de justice sociale
Et je tiens à saluer ici l'engagement des agents d'EDF, mobilisés pour défendre une idée essentielle. EDF appartient à tous. L'ensemble des Français doit avoir leur mot à dire sur ce projet de démantèlement. D'où notre proposition de référendum d'initiative partagée. Conserver une entité forte qui défend la souveraineté énergétique de notre pays et plus globalement notre intérêt général est indispensable pour répondre à l'urgence écologique et sociale. Le groupe socialiste, écologique et républicain s'opposera avec fermeté au démantèlement du groupe d'EDF. Bien, merci, chers collègues. La parole à notre collègue Gérard Longuet, Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je suis de conviction libérale et résolument européen. Et pourtant, je voudrais remercier le groupe communiste d'avoir inscrit ce débat. Et Fabien Gay m'a réjoui dans son intervention, même si je ne partage absolument pas ses conclusions. Force est de reconnaître que dans ce débat, Madame la Ministre, vous avez une énorme responsabilité, une charge, une belle charge, non pas une culpabilité, une responsabilité. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir à combattre la Commission européenne. Et franchement, en 5 minutes, je ne parlerai que d'un seul sujet, qui est en effet l'avenir de l'énergie électrique nucléaire. Il y a d'autres énergies que l'électricité, l'énergie électrique nucléaire. La Commission, est-ce l'effet de ces mesures, les 4 paquets en 25 ans, les directives, les règlements, a considérablement contribué à affaiblir le nucléaire dans notre pays parce qu'elle commet une erreur sur l'analyse de marché. Pour qu'il y ait une rencontre d'une offre et d'une demande, il faut pouvoir équilibrer, il faut pouvoir stocker. L'électricité ne se stocke pas, vous l'avez rappelé. L'électricité se transporte mal. Mais surtout, et c'est le 3e point que méconnaît complètement la Commission, c'est que l'électricité, la production électrique est devenue le résultat de choix politiques. Il se trouve que certains pays européens récusent le nucléaire, c'est leur droit, mais ils doivent en tirer les conséquences. Leurs coûts de production seront nécessairement plus élevés, surtout si l'on leur impute, ce que je souhaite profondément, le coût de la tonne de CO2 qu'ils émettent. La nature les a dotés pour nos voisins allemands de charbon, de lignite, mais ce n'est pas une raison pour qu'ils soutiennent la Commission afin d'affaiblir un nucléaire français qui, lui, a l'immense mérite de nous apporter l'indépendance, c'est une nécessité absolue, de nous apporter une réponse écologique pour l'énergie électrique, pas de carbone, qui nous permet d'avoir, en situation d'équilibre de long terme, une électricité moins chère, les orateurs l'ont souligné, et qui enfin introduit un soutien de l'énergie électrique nucléaire à un secteur de recherche scientifique, technologique, industrielle, plus de 200 000 salariés, qui nous place en position de podium, médaille d'argent, médaille d'or, médaille de bronze au plan international, dans une compétition où nous n'avons pas toujours de si beaux atouts. L'Arenh, on doit le constater après 10 ans d'expérience, est un échec. Le taux, et pas seulement parce que les 42 € du mégawatt sont faibles, mais aussi et peut-être surtout parce que c'est ce qu'on appelle un piège. Alors j'allais dire quelque chose de plus vulgaire, mais un piège. Face, EDF perd, pile, ses concurrents gagnent. Donc EDF ne peut pas s'en sortir et vous avez une proposition, je ne parle pas de l'organisation d'EDF, je parle de la négociation que vous conduisez avec Bruxelles et c'est la responsabilité du gouvernement. Vous avez une porte qui s'ouvre, vous avez des soutiens. Le nucléaire n'appartient pas au passé. C'est quand même extraordinaire de penser que l'une des plus belles réussites capitalistes mondiales, Bill Gates, investit largement dans le nucléaire sous des formes différentes, le SMR, que la France connaît et que la France devrait développer plus rapidement parce qu'il y a une réponse aux besoins mondiaux d'énergie et qui est une réponse décarbonée. Nous avons tous les atouts de la réussite et nous risquons de nous censurer
si ce que vous appelez, je crois, le contrat pour défense, c'est-à-dire cet écart de prix qui serait compensé et qui est au cœur de la négociation avec Bruxelles, était adopté dans de mauvaises conditions. Et quelles sont ces mauvaises conditions? Eh bien, ce serait de retenir, ce qui a été le cas pour l'Arenh, un prix de décroissance, un prix de renoncement, un prix de censure, en quelque sorte, des capacités industrielles et scientifiques de notre pays, car si l'on ne tarife le nucléaire au coût marginal, il est évident qu'on ne peut ni assurer le renouvellement du patrimoine, ni surtout assurer le développement scientifique, industriel et technique au moment même où on parle de réacteurs à neutrons rapides, de réacteurs à sodium, de fusion nucléaire. On se mutile. Eh bien, madame, cette responsabilité, c'est la vôtre, c'est celle de votre gouvernement. Le président Macron est allé au Creusot. Il a découvert que le nucléaire n'était pas le complément du renouvelable, mais la condition du renouvelable. Il n'y aura pas de renouvelable et il n'y aura pas d'électricité décarbonée sans le nucléaire. Il vous appartient d'avoir le meilleur accord. Et que ferez-vous si vous ne l'obtenez pas? Merci, chers collègues. La parole est désormais à notre collègue Franck Menonville pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis quelques semaines, l'avenir d'EDF au travers le projet Hercule est au cœur de l'actualité. En effet, depuis octobre, des négociations entre le gouvernement et la Commission européenne se sont accélérées, avec une certaine opacité. Je salue donc la tenue de ce débat initié par nos collègues du groupe CRCE autour de l'avenir d'EDF, fleuron de l'État stratège, sujet aujourd'hui ô combien majeur et stratégique. Comme chacun le sait, les débats liés à la politique énergétique sont souvent placés sous le signe du nucléaire. La France a fait le pari de l'atome et ce pari a été réussi, il faut le rappeler. Cette formidable aventure industrielle lancée au milieu du siècle dernier a donné à notre pays une avance considérable et des prix compétitifs. Grâce à nos ingénieurs, grâce à nos investissements massifs dont nous tirons aujourd'hui collectivement parti, nous avons œuvré pour notre souveraineté énergétique. Encore aujourd'hui, le nucléaire nous assure une production d'électricité décarbonée, pilotable et très compétitive. Il est aujourd'hui illusoire d'espérer atteindre la neutralité carbone dans notre pays sans le nucléaire. Cet actif national constitue donc un atout pour la transition énergétique. Il représente aussi assurément un atout concurrentiel pour nos concitoyens et nos entreprises. Cependant, nous devons également faire preuve de lucidité face à la situation dans laquelle se trouve notre appareil de production, entièrement détenu par EDF. J'identifie deux principales difficultés qui sont interdépendantes. La première, c'est le vieillissement de notre parc nucléaire et la seconde, c'est la tarification applicable à l'électricité en France. Notre parc a été construit en à peine 2 décennies. Le défi de sa modernisation nous met aujourd'hui face à un mur d'investissement. Pour capitaliser sur cet atout national, il nous faut redonner donc des capacités d'investissement à EDF dont la dette se chiffre aujourd'hui en dizaines de milliards d'euros. Or, cette capacité d'investissement reste grevée par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. C'est pourquoi il est urgent de l'adapter avant sa fin programmée en 2026. Ce système inadapté, même absurde, pénalise l'avenir d'EDF et sa capacité d'investissement. Pour conclure, je veux livrer une conviction. Le nucléaire doit rester un actif public. Les enjeux de souveraineté et de sûreté sont trop importants pour que nous soumettions donc nos centrales nucléaires à des logiques inadaptées de mise en concurrence. C'est pourquoi la constitution d'une entité 100% publique, dite EDF Bleu, me paraît pour le moins indispensable. Elle devrait nous permettre d'assurer collectivement le choix de modernisation. Mais il est indispensable dans les mêmes temps d'assurer le développement des énergies renouvelables qui n'ont ni les mêmes contraintes ni les mêmes avantages. La constitution donc d'une entité spécifique EDF Vert ouverte aux capitaux privés resterait majoritairement détenue, nous dit-on, par EDF Bleu.
peut certes s'avérer donc pertinente pour stimuler l'innovation, mais de grandes garanties doivent nous être apportées et nous en manquons. Je pense notamment au développement de la filière hydrogène, véritable potentialité d'avenir pour EDF. Mais il me semble nécessaire, comme ça a été dit par des orateurs précédents, d'exclure de ce dispositif la distribution. Enfin, le cas particulier de l'hydraulique, si précieux pour l'économie des territoires et pour la transition énergétique, doit également rester à l'abri de l'ouverture de la concurrence, et cela doit nous être garanti. Dans ces conditions, le projet Hercule, s'il voyait le jour, doit apporter un certain nombre de garanties, doit être porteur aussi d'une ambition d'avenir pour EDF et de garantir qu'il demeure un ensemble complètement intégré et contrôlé par l'État, afin d'assurer une stratégie globale garantissant durablement notre souveraineté énergétique. Nous en sommes loin. Par contre, un statu quo, notamment concernant l'Arenh, serait aujourd'hui préjudiciable pour l'avenir d'EDF. C'est pour cela qu'il faut poursuivre des échanges déterminés et légitimes avec la Commission européenne. La France doit être déterminée dans la défense de ses intérêts pour garantir l'avenir de notre géant mondial, porteur de notre souveraineté énergétique. Le Parlement, bien évidemment, doit être associé à toutes ces démarches en transparence, avec, le moment venu, un véritable projet de loi. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à Daniel Salmon pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Ah, parfait. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, si les écologistes ont rarement été en accord avec la politique énergétique menée par EDF, une politique jamais débattue démocratiquement, nous reconnaissons le rôle moteur de cette entreprise stratège, garante d'un service public efficace et d'une qualité de service reconnue de par le monde. EDF a été fondée sur l'idée que l'énergie est un bien public. Aucun gouvernement n'avait osé imaginer démanteler EDF. Ce gouvernement prépare cette dislocation. À travers son projet Hercule, il porte un coup fatal à ce bien commun déjà fortement fragilisé. Ce projet ne répond ni aux problématiques de l'entreprise, ni aux enjeux énergétiques du XXIe siècle. C'est toute la logique même du service public de l'énergie qui est mise à mal. Cette privatisation d'une partie de l'activité, la partie vendable étant bien entendu celle constituée des énergies renouvelables et du réseau, se traduira en termes de perte d'emplois et de baisse des investissements dans la recherche et le développement. Nous posons également une alerte sur la question des barrages hydrauliques français, première source d'énergie renouvelable en France. Les 150 contrats de concession seraient remis en concurrence comme l'exige la Commission européenne. Une mise en concurrence de ce secteur représenterait un danger certain pour la sûreté des usagers et la sécurité d'approvisionnement. Par ailleurs, les centrales nucléaires et les barrages sont indissociables. Les barrages du Rhône sont fréquemment utilisés pour le refroidissement des centrales. Les barrages servent également de stockage, remplis lors des périodes de faible consommation. Car il faut le rappeler, le nucléaire, lui non plus, n'est pas en adéquation avec la consommation. Hercule ne répond pas non plus à la question des moteurs de l'endettement de l'entreprise et du portage de la dette. Il ne répond pas à la sous-rémunération chronique dont souffre l'entreprise depuis la mise en place de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, un coût minoré à l'époque pour faire croire que le nucléaire est peu cher. Madame la ministre, la politique énergétique française est aujourd'hui à un tournant. Les décisions prises seront décisives, notamment pour la bonne opérationnalité de la transition énergétique de la France dans les 10 ans à venir. La fuite en avant dans le nucléaire, avec la construction de 6 nouveaux EPR, comme l'a annoncé le Président de la République, tient d'une stratégie énergétique mortifère pour le pays et intenable financièrement pour l'entreprise, déjà surendettée à hauteur de 36 milliards d'euros. Sans parler des 80 à 100 milliards nécessaires au démantèlement et les 25 à 40 milliards pour Cigéo à Bure. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'EDF fait face à un mur d'investissement avec son parc nucléaire vieillissant et doit bien sûr investir dans les énergies renouvelables et le stockage. Non, le modèle de l'EPR n'est pas l'avenir d'EDF. Flamanville en est un exemple criant. Le coût de ce fiasco technologique et industriel est passé de 3 milliards à bientôt 19 milliards et prévoit un coût d'électricité de 110 € du mégawattheure, alors que les récents appels d'offres
pour le photovoltaïque au sol atteignent 45 € du mégawattheure. Oui, garder coûte que coûte le nucléaire a un prix. Et le gouvernement est prêt à cette désintégration industrielle et lassable de tout le service public de l'énergie pour renforcer et maintenir cette énergie du passé. Hercule commence avec un H, comme Hinkley Point. La position des sénateurs et sénatrices écologistes est assez simple et claire. Nous demandons dans un premier temps le retrait immédiat de ce projet délétère. Nous appelons ensuite à l'ouverture d'un véritable dialogue avec tous les acteurs. Les négociations se poursuivent en ce moment à Bruxelles, dans une opacité totale. Il n'est pas acceptable que les organisations syndicales et la représentation nationale soient totalement exclues sur cette question majeure qui concerne tous les Français. Un véritable débat national sur l'avenir d'EDF pour répondre à l'urgence climatique et la viabilité financière et industrielle de l'entreprise nous paraît indispensable. Les crises actuelles nous rappellent combien un service public fort est nécessaire pour affronter les défis sanitaires, économiques et climatiques. Seul un grand pôle public de l'énergie peut garantir l'accès de toutes et tous à ce bien commun. Face à la précarité énergétique qui frappe près de 12 millions de foyers en France, il est un droit pour nos concitoyens et il doit leur être garanti à des tarifs abordables. Madame la ministre, la situation calamiteuse d'EDF nous place face à deux choix. Le vôtre, une fuite en avant pour sauver une énergie obsolète qui ne sera jamais rentable et qui oblige l'État à une renationalisation du parc nucléaire pour assurer à sa charge des investissements colossaux. Un choix qui ignore toute rationalité économique et même de sécurité nationale. Les généraux ne disent-ils pas, en faisant allusion à nos centrales, « La France est vulnérable en temps de paix, indéfendable en temps de guerre ». Le deuxième choix qui est le nôtre, arrêter les frais, assumer les pertes d'EDF, notamment vis-à-vis de nos partenaires chinois et britanniques, et planifier une sortie progressive du nucléaire, en développant en parallèle les énergies renouvelables et les économies d'énergie pour une vraie indépendance énergétique. Cette stratégie qui engage la France sur 2 ou 3 décennies mérite un débat national que vous refusez honteusement aux Françaises et aux Français. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Marie Évrard pour le groupe RDPI. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, évoquer l'avenir d'un grand groupe national et international comme Électricité de France, EDF, suscite inévitablement des controverses. Mais le projet de réorganisation Hercule mérite mieux que des caricatures et de surfer sur les craintes légitimes des salariés de l'entreprise et des consommateurs. Au contraire, comme l'a déclaré le président de la République lors de son discours relatif à la stratégie et à la méthode pour la transition écologique le 27 novembre 2018, nous pouvons transformer les colères en solutions. Avec EDF, notre pays dispose d'un champion national, mais aussi international. Ce champion dispose d'un parc de production d'électricité parmi les plus décarbonés au monde grâce au nucléaire et à l'hydroélectricité. C'est une chance et nous pouvons en être fiers, alors que la transition énergétique et la décarbonisation de l'économie sont dans tous les agendas. Le 8 décembre 2020, le président de la République a rappelé au cours de sa visite de l'usine Framatome du Creusot le choix fait par la France d'un mix électrique reposant sur 2 sources décarbonées, le nucléaire et les énergies renouvelables. Il a affirmé à cette occasion que notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Le nucléaire, cette énergie non seulement décarbonée et sûre, nous assure également notre statut de grande puissance. Mais le nucléaire n'est pas la solution unique. C'est pourquoi la programmation pluriannuelle de l'énergie présentée en 2018 a fixé de nouveaux objectifs. Le nucléaire devra représenter 50% du mix énergétique de notre pays en 2035, au lieu de 70% à l'heure actuelle. Et l'électricité d'origine renouvelable devra passer de 18% à 40% en 2030.
Les 10 et 11 décembre 2020, le Conseil européen a donné son feu vert à la proposition de la Commission européenne de fixer comme objectif une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. Avec ce choix de mix électrique national et pour atteindre cet objectif européen de réduction de gaz à effet de serre encore plus ambitieux, il est important pour notre pays qu'EDF continue à jouer un rôle clé dans la transition énergétique. Pour cela, cette réussite française doit avoir des moyens d'investir à la fois dans son parc nucléaire existant et de façon massive dans les énergies renouvelables, dans les réseaux et les autres aspects de la transition énergétique comme l'hydrogène propre. C'est d'autant plus nécessaire que dans le même temps, les principaux concurrents européens d'EDF investissent massivement sur tous ces sujets. Or, les mécanismes de régulation économique de nucléaire et de l'hydroélectricité instaurés il y a plusieurs années ne sont plus adaptés à la réalité des marchés de l'électricité et ne permettent plus à EDF d'investir dans tous les aspects de la transition énergétique. La régulation actuelle du parc nucléaire existant ne permet ainsi plus de garantir la couverture des coûts et des investissements nécessaires à son fonctionnement. Depuis la mise en place en 2011 du dispositif ARENH, EDF a, en contrepartie de la conservation de son parc nucléaire, peut vendre jusqu'en 2025 environ 25% de l'électricité produite par son parc nucléaire aux autres fournisseurs privés concurrents. L'objectif initial était d'inciter ces derniers à investir dans la production d'électricité. Mais, comme l'avait expliqué le président directeur général d'EDF lors de son audition le 2 mai 2019 devant la Commission des affaires économiques de notre institution, ce dispositif revient à ce que des investissements publics subventionnent des acteurs privés dont certains disposent de moyens considérables, tout en empêchant EDF de profiter du produit de son travail et sans les inciter à construire des capacités de production nouvelles. Dans le même temps, EDF fait face à de nombreux défis avec son parc nucléaire de 56 réacteurs. Initialement estimé à 55 milliards d'euros, le coût des travaux du grand carénage devrait être beaucoup plus élevé, 100 milliards d'euros selon la Cour des comptes, posant la question de son financement. Alors que les plus anciens réacteurs en fonctionnement dépassent leur 40e année d'exploitation, l'allongement de la durée d'exploitation des réacteurs est un autre enjeu économique majeur. À cela s'ajoute la revalorisation à la hausse des coûts globaux des EPR d'Hinkley Point et de Flamanville et la construction annoncée de 6 nouveaux EPR en France. En parallèle, les développements dans l'hydroélectricité, deuxième source de production électrique dans notre pays, sont bloqués dans l'attente du règlement des contentieux communautaires. Parce que les Français ne comprendraient pas qu'EDF soit relégué au second plan pour relever les défis multiples de la transition énergétique, le projet Hercule de réorganisation du groupe EDF, fruit de négociations européennes particulièrement difficiles, doit permettre à notre champion national de tenir son rang. Pour autant, notre groupe restera extrêmement vigilant sur la finalisation de ce projet. Il n'est pas question ici de démantèlement d'EDF. Cette réorganisation du groupe et de ses activités ne doit en aucun cas casser le fleuron de l'énergie français. Par ailleurs, quid des structures de l'hydroélectrique devenues obsolètes, dont l'ouverture à la concurrence a été souvent repoussée. Nous attendons enfin que le projet Hercule puisse permettre à EDF de financer tous les aspects de la transition énergétique et écologique évoqués en permettant à l'entreprise de rester aux avant-postes en la matière. Il faut conclure maintenant. Oui, ça y est. Excusez-moi. Donc,
La parole est maintenant à Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'électricité bénéficiant d'un statut particulier est considérée par le Conseil d'État comme un produit de première nécessité non substituable, ce qui explique que sa production ne puisse être traitée comme une activité de marché quelconque. Depuis l'acte unique européen, le dogme de l'ouverture de la concurrence du marché de l'électricité grignote progressivement notre souveraineté énergétique et nous en subissons les conséquences. Le plan de sabotage Hercule impose une nouvelle séparation des activités d'EDF en 2 ou 3 entités portées par une société holding. EDF Bleu portant la production nucléaire à capitaux, 100% public, et éventuellement ses barrages hydroélectriques qui pourraient toutefois être cantonnés au sein de l'entité EDF Azur. Et EDF Vert ouvert aux capitaux privés incluant les énergies renouvelables et Enedis. En laissant cette scission, le prix de la reine pourrait enfin être revalorisé pour redonner à EDF une capacité d'investissement qui lui fait actuellement défaut et lui offrir de la marge face à son fort endettement. L'AREM, contrepartie à la situation monopolistique d'EDF, est fixée à 42 € le mégawattheure depuis 2012, en raison du refus par la Commission européenne de toutes les propositions de révision. Il pénalise EDF et le place dans une situation inéquitable face aux fournisseurs alternatifs qui se tournent soit vers l'AREM, soit vers le marché de gros, soit vers la justice dès que cela les arrange. L'ouverture à la concurrence n'a pour l'instant ni favorisé l'émergence de nouvelles capacités de production par ces fournisseurs alternatifs, ni profité aux consommateurs. La concurrence artificielle à marché forcé sur les industries de réseau, dont la nature se prête peu à ce jeu, se fait ainsi au détriment des consommateurs, ce qui n'est pas conforme ni aux principes généraux du droit à la concurrence, ni aux objectifs de l'ouverture du marché européen de l'énergie. La baisse des prix de l'électricité n'a pas eu lieu. Quelle ironie. Le groupe RDSE ne peut envisager une maîtrise de la production énergétique et des réseaux qui ne demeurerait pas dans les girondes de l'État et qui ne garantirait pas la sécurité d'approvisionnement de la France. De surcroît, après toutes les subventions octroyées par l'État pour le développement des énergies renouvelables, il serait inacceptable de perdre la main sur ce secteur devenu très rentable. Le projet Hercule fait d'ailleurs l'objet de spéculations sur le marché. Nous pensons pour notre part que le capital d'EDF doit demeurer largement public. La transition énergétique et le respect de l'accord de Paris supposent que l'État préserve le contrôle sur le nucléaire et l'ensemble des énergies renouvelables, hydrauliques compris, avec leurs risques et leurs bénéfices. Nous craignons que la réorganisation des activités d'EDF finisse par affaiblir davantage le nucléaire, fleuron de l'industrie française, construit et financé par les contribuables, à contre-courant du discours prononcé au Creusot dans lequel le président de la République déclarait que l'atome devait continuer à être un pilier du mix énergétique pour les décennies à venir. S'il s'agit en revanche, dans une démarche tactique, de ne pas confier au marché une partie des activités actuellement réalisées par EDF, comme une mise à l'abri des concessions hydroélectriques face aux exigences de la Commission européenne quand elle en mise à la concurrence, nous serions favorables. Mais nous craignons que la solution retenue ne permette d'éviter cette issue. L'absence de transparence nous inquiète. L'obtention des informations à travers la seule presse n'est pas acceptable. La représentation nationale doit être associée sur un projet aussi fondamental et stratégique. Pourquoi ne pas instaurer une nouvelle commission Chamsor ? Les salariés et les citoyens sont totalement exclus de l'état des négociations entre la France et la Commission européenne et les interrogations sont donc légitimes. Est-ce l'étape ultime du processus de libéralisation engagé dès les années 90 ou est-ce une tentative de protection de nos actifs énergétiques ? Démantèlement ou préservation du patrimoine national énergétique, nous considérons que le gouvernement doit rendre compte des négociations en cours et rassurer nos concitoyens ainsi que les salariés d'EDF quant à l'avenir de notre souveraineté énergétique, la préservation des emplois, l'accès de tous à l'énergie à un prix abordable. Madame la ministre, merci de nous indiquer dans quel scénario nous sommes afin que nous puissions, nous parlementaires à notre tour, réaliser nos propres travaux d'Hercule par un positionnement clair et argumenté. Et pour rester dans la parabole herculéenne, la pression du tout marché qui s'exerce sur notre société
est aussi puissante et lancinante que celle que produit la dérive des continents au niveau du détroit de Gibraltar. Aussi, les colonnes d'Hercule, qui pourraient matérialiser le bicamérisme cher au président du Sénat, constitué de deux assemblées, seront-elles assez fortes pour résister aux forces en présence? En tout cas, une seule colonne hésitante ne suffira pas. Merci, chers collègues. Et la parole est maintenant à Marie-Claude Varayas pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que nous sommes au cœur d'une crise sanitaire et économique sans précédent, que chacun s'inquiète des conséquences, il faut bien le dire, de la pandémie sur sa vie quotidienne, mais aussi sur notre futur collectif, le gouvernement se lance en catimini dans la réorganisation du secteur électrique français. Fin 2018, le président de la République a demandé à Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, de réfléchir à la réorganisation des activités du groupe afin, je cite, de renforcer sa contribution à la transition énergétique et de mettre en œuvre les orientations définies dans le plan prévisionnel de l'énergie. Or, il semble aujourd'hui que loin des enjeux de transition énergétique, c'est bien la poursuite du processus de libéralisation initié en 1996 qui se profile avec le projet Hercule. Nous l'avons dit, et je pense que nous partageons tous ce constat, le secteur et la filière électrique dans son ensemble sont des outils stratégiques essentiels. Pourtant, comme cela a été souligné lors du débat d'hier, la sécurité d'approvisionnement reste fragile. Nous sommes par ailleurs dans un contexte de sous-investissement dans la production électrique, malgré les soutiens financiers colossaux aux fournisseurs alternatifs. En effet, la part des énergies renouvelables est encore largement minoritaire dans la consommation énergétique des ménages et des entreprises, loin des objectifs du paquet climat-énergie. Celui-ci prévoit ainsi, à l'horizon 2030, de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% par rapport à 1990 et de porter la part des énergies renouvelables à 32%. Parallèlement, la précarité énergétique augmente dans notre pays. Il faut savoir qu'elle touche un ménage sur 5. Pourtant, l'électricité est un bien essentiel et l'accès à l'énergie à un prix abordable est un droit que l'on doit garantir à tous les usagers participant pleinement au droit au logement décent reconnu à valeur constitutionnelle. L'État dispose alors d'une responsabilité première sur l'organisation de ce secteur. Si EDF, détenu à 83,6% par l'État, reste un géant au premier rang mondial, dont le chiffre d'affaires atteignait 69 milliards en 2018, il n'en demeure pas moins que le groupe est endetté à hauteur de 41 milliards d'euros, que le secteur électrique et en particulier la filière nucléaire est fragilisé. Autrefois fierté de la nation, elle est depuis l'accident de Fukushima interrogée et objet de défiance sur la durée de vie soutenable des centrales garantissant la sécurité de tous. Réduire EDF au nucléaire, comme l'a fait le président Macron lors de son discours du Creusot, est mortifère. Prétendre résoudre tous ces dysfonctionnements en généralisant le marché, en éclatant un peu plus EDF, en segmentant les activités et en privatisant les énergies renouvelables et le réseau de distribution est un non-sens. Ce serait une fuite en avant, alors que l'urgence climatique exige une planification et des investissements massifs de long terme, incompatibles avec le marché, puisqu'ils exigent une forte maîtrise publique. Nous le répétons encore une fois, l'avenir d'EDF ne peut se négocier dans l'opacité et le secret, c'est l'affaire de tous. La réponse du Premier ministre qui explique que les négociations avec Bruxelles se poursuivent et qu'aucun accord n'a été trouvé à ce stade peine à nous convaincre. Il en est de même de la promesse du maintien d'une entreprise intégrée. Comme l'a souligné Fabien Gay, comment des entités indépendantes pourront-elles être intégrées ? D'autant qu'une note de l'Agence de participation de l'État de mai 2020 nous rappelle que la position de la Commission européenne est claire. Il faut démanteler EDF et l'éclater en 4 structures étanches. Cette position interdit la mise en place d'une stratégie de groupe et de toute politique industrielle cohérente. Pire,
Elle permettrait que les filiales de la holding EDF se fassent concurrence entre elles. Que dire enfin de la demande de séparation juridique des activités nucléaires qui interdirait que les bénéfices tirés des investissements déjà amortis ne puissent être réinvestis dans des activités nucléaires nouvelles? Enfin, comme cela a été confirmé par la réponse du Premier ministre aux organisations syndicales, l'équipement électrique du pays, les prix de l'énergie et l'amélioration du service public sont les grands absents de ce projet. Vous comprendrez, mes chers collègues, que devant les défis économiques, financiers et techniques que devra affronter notre système électrique, que ce soit le renouveau de nos réseaux de distribution, l'augmentation des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, mais aussi les défis du nouveau nucléaire, nous ne pouvons accepter qu'EDF soit à nouveau découpé et le système électrique livré un peu plus aux intérêts privés en dehors de tout contrôle démocratique. C'est le sens de ce débat ce soir et c'est le sens, bien évidemment, de notre opposition au projet Hercule. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Patrick Chauvet pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le débat proposé aujourd'hui par nos collègues du groupe CRCE concernant l'avenir d'EDF, le contenu du projet Hercule et ses conséquences pour l'ensemble de l'entreprise est à la fois opportun en termes de calendrier et légitime dans les interrogations qu'il suscite. J'aurai donc, comme nos autres collègues, de nombreuses questions. Opportun tout d'abord car des craintes et des doutes sont en train de naître, faute d'informations officielles et de réponses claires de la part d'EDF et du gouvernement. La presse se fait régulièrement l'écho du projet Hercule, sans que nous soyons associés aux réflexions et aux décisions, sans que les salariés ne comprennent l'avenir qu'on leur trace. Initié par le précédent gouvernement, qui a demandé au groupe EDF de réfléchir à sa propre réorganisation, le projet Hercule devrait aboutir à une réorganisation profonde des différentes composantes du secteur électrique français que sont les activités de production, de transport, de distribution et de fourniture d'électricité exercées par le groupe. La présentation officielle de ce projet devait initialement être effectuée en fin d'année 2019, puis repoussée à de nombreuses reprises en raison de la prolongation des discussions entre la France et les institutions européennes. Où en est-on, Madame la Ministre, de ce calendrier? Ce débat est opportun également car toutes les rumeurs courent sur le fond du projet Hercule. Elles sont contradictoires et entraînent de l'inquiétude. Les nouvelles modalités d'organisation proposées suggèrent la création de plusieurs structures, parfois 2, parfois 3. On évoque une EDF bleue, une EDF verte, une EDF azur, chacune reprenant une partie des activités actuelles. Le nucléaire, l'hydraulique, le transport d'électricité, la distribution, la fourniture d'électricité, les énergies renouvelables. Le périmètre de chaque entité est également très évolutif. L'État détient quasiment 84% du groupe EDF. C'est donc bien à lui de définir les objectifs et les ambitions d'un tel projet de réorganisation. Madame la Ministre, quelle est la stratégie du gouvernement ? Quel cadre, quels objectifs et quelles ambitions avez-vous donné au projet Hercule ? Notre débat est également légitime sur le fond. La réorganisation d'EDF suscite de nombreuses interrogations en matière juridique, d'enjeux sociaux pour les salariés et d'avenir pour une entreprise dans un domaine stratégique. J'aimerais en relayer quelques-unes. Concernant le nucléaire, par exemple, les critiques régulières autour du mécanisme d'accès régulé au nucléaire historique, l'Arenh, est une des motivations principales à la réorganisation du groupe. Celui-ci est fortement endetté à hauteur de 41 milliards d'euros à fin 2019 et fait face à un mur d'investissement, notamment au titre de la rénovation du parc existant et de la construction de l'EPR de Flamanville. Pour contribuer à ces investissements, une réforme de l'Arenh supposée mieux garantir les revenus d'EDF est sollicitée de longue date.
EDF souhaiterait à la fois l'augmentation du tarif de l'Arenh et une refonte du système afin que les fournisseurs dédommagent EDF lorsqu'ils recourent au marché de gros. C'est un enjeu essentiel pour le respect de la concurrence sur le marché de l'énergie, mais aussi et surtout pour le maintien d'un coût abordable pour les consommateurs. Cette réforme doit, à notre sens, être concomitante à celle de la réorganisation du groupe. Sans cela, le projet Hercule ne pourra être accepté. Cela implique de présenter d'importantes sécurités juridiques en matière de respect du droit de la concurrence et de séparation des activités dans le projet Hercule. Néanmoins, réformer le marché du nucléaire ne doit pas conduire à un démantèlement du groupe historique français ni à une augmentation des prix de l'électricité en France. Enfin, d'un point de vue social, la crainte des salariés s'est manifestée par 2 journées de grève fin 2020. Est-il possible de prendre des engagements sur l'avenir de l'emploi en France pour le secteur de l'énergie ? Comment associez-vous les salariés dans cette réorganisation ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Serge Mérilou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, démanteler et privatiser, tels semblent être les maîtres mots du gouvernement quand il s'agit du sort de nos entreprises publiques. Après ADP, l'avenir du groupe EDF inquiète. Le projet Hercule, qui va hypothéquer l'avenir d'un de nos fleurons industriels et mettre à mal notre service public de l'énergie, est la seule proposition que le gouvernement a trouvée pour satisfaire les exigences européennes. Salariés, collectivités territoriales, élus et consommateurs montent au créneau pour exprimer leur crainte de voir cette entreprise, héritage du Conseil national de la résistance, démantelée et l'énergie, ce bien commun, soumis aux lois du marché. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur le devenir des activités hydroélectriques. Ce sujet m'est cher car mon département compte plusieurs barrages EDF sur la rivière Dordogne. La Commission européenne a mis la France en demeure pour que ces concessions soient ouvertes à la concurrence en respect du droit européen et de son propre cadre législatif. Il s'agit de la loi de 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et de la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Ces textes ont amorcé la dangereuse libéralisation des activités hydroélectriques alors que nombre de pays de l'Union européenne ont su protéger leurs concessions. Le groupe socialiste s'est alors fermement opposé à ce processus en déposant une PPL permettant de prolonger les concessions hydroélectriques. Aujourd'hui, vous affirmez ne pas souhaiter leur mise en concurrence en les intégrant dans EDF Azur. Mais quid des concessions n'appartenant pas à EDF ? Dans les territoires, l'inquiétude monte. La CHEM, filiale d'Engie, pourrait faire l'objet d'une mise en concurrence qui, si elle était actée, menacerait inexorablement sa survie. L'eau n'est pas un produit quelconque, c'est un bien commun. Les barrages sont acteurs de la gestion de l'eau sur nos territoires. Le tourisme, la pêche, l'irrigation, l'eau potable, la régulation des débits, donc des crues, dépendent directement de leur activité. La mise en concurrence des concessions serait un coup dur pour cette gestion. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que la filialisation de l'hydroélectricité ne se traduira pas, in fine, par une sortie de l'hydraulique d'EDF pour faire face aux exigences de la Commission ? Votre projet de scission ouvre à terme la brèche vers une désintégration du groupe dans une logique purement libérale. Ce n'est pas acceptable pour nous, socialistes, qui tenons au service public et à la préservation de notre aménagement du territoire. Le moment est venu pour que l'État stratège prenne le pas sur l'État régulateur, ou je dirais liquidateur,
qui plie devant les diktats de l'Union européenne. C'est pourquoi nous avons décidé de déposer une proposition de référendum d'initiative partagée. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à Daniel Gremillet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a 75 ans, ici, le général de Gaulle affirmait en ces lieux devant l'Assemblée consultative, je cite, « C'est le rôle de l'État d'assurer lui-même la mise en valeur des grandes sources de l'énergie. » Dans l'immédiat, après-guerre, le retour à la nation des sources d'énergie, adopté par le Conseil national de la résistance, conduisait à la création d'EDF. Depuis lors, si l'organisation et les activités d'EDF ont évolué, ce groupe continue d'occuper une place imminente dans notre politique énergétique et notre activité économique. C'est un pan incommensurable de notre héritage collectif auquel les Français sont très attachés. Les 165 000 salariés, les 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires, effectivement, comme beaucoup l'ont évoqué, cette entreprise est un fleuron français et européen que l'on a mis du temps à construire. Face à l'urgence climatique, le groupe est plus que jamais le garant de notre souveraineté énergétique et le fer de lance de notre transition énergétique. Dans ce contexte, les réformes du marché de l'électricité engagées par le gouvernement nous inquiètent au plus haut point. Sur tous les bancs de l'hémicycle, le gouvernement mène en effet 3 négociations auprès de la Commission européenne sur le dispositif de l'Arenh, le groupe EDF et effectivement les concessions hydrauliques. Mon collègue, tout à l'heure, va l'évoquer. Le projet d'Hercule pourrait ainsi conduire à un partage des activités du groupe. Les salariés évoquent, eux, un démantèlement en plusieurs filiales. Je ne reviens pas sur EDF Bleu, EDF Vert, EDF Azur, que tout le monde a déjà évoqué. Mais ces réformes, Madame la Ministre, posent de lourdes difficultés, tant dans leur méthode que dans leur contenu. S'agissant de la méthode, tout d'abord, les négociations sont conduites dans la plus grande opacité, excluant tout à la fois parlementaires et élus locaux. Dès le mois de juin, la Commission des affaires économiques du Sénat avait pourtant appelé le gouvernement à associer le Parlement aux réflexions de l'exécutif. Madame la Ministre, vous avez indiqué devant cette commission en novembre, je cite, « Si le projet Hercule aboutit, il nécessitera une loi et donnera donc lieu à un débat au Parlement. » Alors, Madame la Ministre, où en sont les négociations avec la Commission européenne? Quand associerez-vous enfin les parlementaires et les élus locaux à ces négociations? Quel sera le véhicule juridique et le calendrier envisagé? Pouvez-vous nous confirmer que ces réformes ne seront pas présentées au détour d'une lettre rectificative ou d'un amendement dans les projets de loi climat ou 4D? Il faut respecter, Madame la Ministre, le Parlement. C'est un sujet suffisamment important pour l'avenir de notre économie, de notre pays et notre indépendance énergétique, au service aussi de notre population. Pour ce qui concerne leur contenu, ces réformes soulèvent 3 craintes légitimes. Le premier motif de préoccupation tient au caractère public et intégré du nouveau groupe. Interrogé par la Commission des affaires économiques, le PDG Jean-Bernard Lévy avait indiqué que la réorganisation devait respecter, je cite, « le caractère intégré du groupe ». Nous attendons du gouvernement qu'il indique comment il entend garantir l'unicité du groupe. Surtout, il doit préciser les activités qu'il entend ouvrir aux capitaux privés. Nos élus locaux sont très inquiets par une éventuelle ouverture à la concurrence de notre réseau public de distribution d'électricité ou de nos concessions électriques. Le deuxième motif de préoccupation a trait à l'intérêt de ces réformes. Sollicité par la même commission, Jean-Bernard Lévy avait affirmé que le but de la réorganisation était de dégager 2 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Nous attendons du gouvernement qu'il précise l'impact financier de ces réformes,
Est-ce seulement à la hauteur du mur de l'investissement auquel EDF est confronté? Avec une dette de 40 milliards d'euros, le groupe doit en effet parvenir à financer tout à la fois le grand carénage, les chantiers d'EPR ou encore les énergies renouvelables, et cela sans compter sur la construction des 3 nouvelles paires d'EPR à l'étude. Le dernier motif de préoccupation concerne les répercussions de ces réformes, car elles auront un impact sur les salariés du groupe, c'est un point, sur les concessions des collectivités ou le prix de l'électricité. Sur tous ces points, le gouvernement doit apporter des réponses claires à la représentation nationale. Il est dangereux de réformer dans le brouillard sur un sujet aussi sensible alors que la crise sanitaire est toujours devant nous. Je voudrais aussi remercier le groupe d'avoir mis ce sujet effectivement à l'ordre du jour. C'est un sujet suffisamment important et on l'a vu à travers l'intervention de toutes les sensibilités, le domaine aussi stratégique, Madame la Ministre, qu'il porte pour nos concitoyens et pour l'avenir de notre économie. Merci. Merci, chers collègues. Et la parole au dernier intervenant, Michel Savin, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis 2015 et la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la Commission européenne réclame l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques françaises aujourd'hui exploitées par EDF. L'hypothèse de mise en concurrence de ces concessions soulève de nombreuses inquiétudes auxquelles ni le gouvernement ni la Commission n'ont apporté à ce jour de réponse. Outre leur fonction de production d'électricité, les barrages jouent aujourd'hui un rôle essentiel en termes d'aménagement du territoire. Et des questions se posent alors. N'y a-t-il pas un risque de faire passer la rentabilité de ces concessions avant les usages agricoles, touristiques et d'irrigation qui font vivre nos territoires? Le changement climatique impacte d'ores et déjà et va continuer à impacter nos ressources en eau. Étant donné l'intérêt stratégique de cette ressource vitale, notre pays ne devrait-il pas plutôt affirmer et défendre sa souveraineté nationale en la matière? L'entretien de ces ouvrages est un élément essentiel en termes de sécurité des populations. La multiplication d'opérateurs ne risque-t-elle pas de compliquer le travail de réseau de transport d'électricité ou de son successeur, au risque d'augmenter les risques de blackout, quand on sait que ces ouvrages permettent de gérer les points de consommation, mais aussi d'approvisionner nos centrales nucléaires en eau en cas de besoin urgent de refroidissement des réacteurs? Enfin, cette ouverture à la concurrence ne risque-t-elle pas de faire gonfler le prix de l'électricité française? Des exploitants privés seront certainement tentés de maximiser leurs profits au détriment des consommateurs français. Lors d'un précédent débat sur ce sujet, Mme Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, a reconnu devant cette Assemblée que la situation de notre pays est unique en France. En effet, nos voisins ne sont pas soumis, de par leur régime spécifique, à la même obligation de mise en concurrence de leur exploitation hydroélectrique. La conséquence absurde de cette situation, c'est que la France, voulant faire figure de bon élève aux yeux de la Commission européenne, se retrouverait seule en Europe à ouvrir ses concessions. EDF, notre champion national, perdrait ainsi une part importante de son activité. Conscient de cette situation, votre collègue avait mentionné des hypothèses de travail visant à éviter la mise en concurrence de nos barrages grâce notamment à la création de structures 100% publiques. Ces propos font forcément écho aujourd'hui au dernier scénario du projet Hercule évoqué dans la presse. La création d'une filiale EDF Azur dédiée à l'hydroélectricité pourrait, selon le statut qui lui sera donné, jouer ce rôle de structure 100% publique permettant d'éviter la mise en concurrence, à condition évidemment que ce soit bien l'intention. Au cours de ces derniers mois, Madame la Ministre, vous avez été régulièrement interrogée par mes collègues parlementaires sur ce sujet de la mise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises. À chaque fois, vous avez répondu que les discussions avec la Commission européenne sont en cours et vous vous êtes réfugié derrière leur mise en demeure pour ne pas répondre. Cette situation ne peut plus durer. Nos concitoyens ont besoin et ont le droit de savoir quelle politique mène ce gouvernement. Travaillez-vous à l'arrivée de nouveaux exploitants dans notre pays au nom du libéralisme ou êtes-vous partisane de la défense de notre souveraineté nationale? Beaucoup de mes collègues
qui m'ont précédé vous ont demandé et vous ont questionné sur où en sont les discussions avec la Commission européenne. Pour ma part, ma question sera seulement: quelle est votre position sur ce sujet? Êtes-vous, oui ou non, favorable à la mise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises? Merci, je vous remercie. Merci, chers collègues. Eh bien, Madame la Ministre, ça fait beaucoup de questions et d'interrogations convergentes, donc vous avez maintenant la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, alors ce soir, dans l'hémicycle, nous parlons toutes et tous de l'avenir. L'avenir d'un opérateur historique, d'un fleuron national, et avec lui une part de l'avenir de notre pays. Et je crois que c'est là un sujet qui dépasse nos mandats et nos opinions politiques. Parce que malgré les clivages, nous avons tous à cœur d'assurer un meilleur avenir pour notre pays. Pourtant, j'ai entendu beaucoup trop de contre-vérités et je vais essayer de rectifier le tir, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs. Vous le savez, le président de la République l'a redit au Creusot le 8 décembre dernier. La France a fait le choix d'un mix électrique décarboné avec une part de nucléaire. Aujourd'hui, nous prenons massivement le tournant des énergies renouvelables. Nous faisons le choix de la résilience, de la transition vers un mix électrique plus équilibré et je m'en réjouis. C'est un choix en responsabilité pour atteindre la neutralité carbone comme vous l'avez voté tout en diversifiant notre approvisionnement et pour faire de la France une économie écologique. La France est déjà parmi les pays les plus vertueux de la lutte contre les changements climatiques. En moyenne, un Français émet 20% de moins de gaz à effet de serre qu'un Européen, 35% de moins qu'un Allemand. Oui, notre pays dispose d'une électricité décarbonée et elle est le socle sur lequel nous pouvons nous appuyer pour développer la mobilité électrique comme la production d'hydrogène non issu des fossiles. Mais mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, dire cela ne doit pas nous empêcher de regarder vers l'avenir. Cette performance française, elle est le fruit de l'histoire, de choix politiques qui ont été faits dans un contexte qui était très différent de celui d'aujourd'hui. Le débat aura lieu en son temps sur l'évolution du mixte de notre production d'électricité. Ce n'est pas le débat de ce soir. Mais ce soir, j'ai entendu des craintes que vous avez exprimées. Et lorsqu'on parle d'un fleuron français, il est normal qu'il puisse exister des interrogations, des doutes, des craintes même parfois. Alors je vous dis là ce soir, devant vous en tant que ministre de l'écologie et de l'énergie, qu'à l'heure où nous parlons, partout en Europe, les concurrents d'EDF montent en puissance sur les énergies renouvelables, sur cette grande révolution qu'est l'hydrogène, comme sur l'efficacité énergétique et le stockage. Et je le dis tout net, ce gouvernement refuse que la France et EDF soient relégués au second plan de cette bataille, faute d'avoir su adapter notre régulation aux évolutions des marchés de l'énergie. Ce serait le prix de l'immobilisme, le prix de l'attentisme, et je le refuse. Il en va, et vous en avez parlé, de notre souveraineté, de notre rayonnement, et il en va encore une fois tout simplement de l'avenir de notre pays. Alors oui, EDF doit être un champion mondial de la transition écologique et énergétique. C'est l'engagement du gouvernement et c'est mon engagement. Et c'est ce que je suis venue rappeler ce soir. Atteindre cette ambition, cela demande de regarder la réalité en face. Regarder toute la réalité. Et quelle est-elle ? Aujourd'hui, les cadres de régulation ne sont pas adaptés. Ils ne permettent pas à EDF de relever cette ambition. Ils ne lui donnent pas les moyens suffisants pour investir, notamment dans les énergies renouvelables. D'un côté, s'agissant du nucléaire, le tarif historique, on en a beaucoup parlé ce soir, l'Arenh, qui permet à tous les fournisseurs d'acheter la production nucléaire à un prix régulé, a certes rempli un rôle en permettant qu'émerge une concurrence dans la fourniture d'électricité et que les Français puissent choisir librement leur contrat. Les fournisseurs alternatifs assurent désormais la commercialisation de 40% des volumes d'électricité. Mais pas la production, absolument. Mais ce dispositif qui a été créé en 2010, cela a été dit, ne permet pas de garantir correctement la couverture des coûts
et des investissements nécessaires au fonctionnement du parc nucléaire existant. Son prix n'a plus été révisé depuis 2012. Et vous le savez comme moi, le nucléaire a un coût. Beaucoup d'entre vous ont parlé d'un mur d'investissement. La sécurité aussi a un coût. La maintenance, l'entretien, la modernisation ont un coût. De l'autre côté, la régulation de l'hydroélectricité, et je sais que vous y êtes très attachés, vous l'avez rappelé les uns et les autres, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, elle est aussi dépassée. Notre pays doit faire face à 2 contentieux européens et disons-le clairement, ça nous met dans une situation de blocage aujourd'hui qui empêche d'engager de nouveaux développements et la modernisation de nos installations qui en ont bien besoin. Nous devons là aussi évoluer, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'électricité produite par les barrages d'EDF, il s'agit aussi, et vous l'avez mentionné, de la gestion d'une ressource rare et précieuse et de plus en plus précieuse, qui est l'eau. Alors, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, oui, c'est exact, ce gouvernement a engagé une réflexion et ouvert une discussion avec Bruxelles en lien étroit avec l'entreprise. Et pourquoi ? Pour donner à EDF tous les moyens d'assumer son rôle dans la transition de notre pays. Très concrètement, cela veut dire d'abord garantir le financement du parc nucléaire existant et donc réformer les conditions de vente de sa production. Oui, je crois qu'EDF doit être rémunérée à hauteur des coûts qu'elle supporte. D'ailleurs, monsieur le sénateur Gay, que j'ai écouté avec attention et que je n'ai pas interrompu, le projet de régulation du nucléaire que nous portons vise précisément à garantir la couverture des coûts et la rémunération du parc nucléaire, et ce, quelles que soient les évolutions de prix sur les marchés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce serait une garantie très forte, inédite à cette échelle en Europe, qui assurerait à EDF le fait de disposer des ressources financières suffisantes pour faire face aux dépenses liées à l'exploitation du parc existant, y compris le remboursement de la dette qui y est attachée. Oui, les consommateurs français doivent être protégés contre les variations imprévisibles des prix de gros, avec un prix de l'énergie nucléaire existant, stable et prévisible, ne fluctuant pas au gré des variations de marché. À ce titre, je veux rassurer Madame la sénatrice Simpé, l'évolution de l'organisation du groupe n'aura aucun impact sur l'existence des tarifs réglementés et la péréquation ne sera pas remise en cause. C'est avec ces 2 principes au cœur que nous poursuivons la discussion. De même, nous entendons mettre un terme au contentieux sur les concessions hydrauliques d'EDF, car notre objectif est simple, conforter le parc hydraulique en permettant à EDF de conserver la gestion de ses concessions sans mise en concurrence. Alors, vous le voyez, nous ne cachons rien de nos ambitions et rien de notre exigence. Bien sûr, certains voudraient faire croire que la discrétion qui préside à ce type de négociation et qui préside à tout type de négociation avec Bruxelles est le signe d'un complot pour je ne sais quel résultat. Mais je le dis et je le redis ici devant vous, notre seul mandat, notre unique exigence est d'aboutir à cette évolution majeure de la régulation, parce qu'elle est en faveur d'EDF, de la protection du consommateur et de notre politique énergétique, parce que notre pays a tout à y gagner. Et comme nous n'avons rien à cacher, je le dis avec la plus grande clarté, oui, ces évolutions, si nous arrivons à un accord, nécessiteront une modification de certaines des structures internes du groupe. La Commission sera attentive à la manière dont les activités de production régulées seront organisées par rapport aux autres activités du groupe. Mais laissez-moi être clair jusqu'au bout, car ce soir, comme depuis le début de ce projet, 3 contre-vérités continuent à être professées. Non, nous n'allons pas dépecer EDF comme vous le prétendez. Non, nous n'allons pas non plus démanteler le groupe. Et oui, évidemment, nous préserverons le statut des salariés auquel je veux ce soir rendre hommage et que je veux rassurer. Ce dont nous parlons ce soir, c'est bien de doter EDF d'une structure à même de pérenniser ses activités, d'accroître ses perspectives de développement et de financer sa croissance. Et pour assurer le financement des parcs nucléaires et hydroélectriques, tout en constituant un grand champion des nouveaux métiers de la transition. Alors avec ce projet, les parcours professionnels des personnels d'EDF seront préservés. Le statut des industries électriques et gazières sera préservé. Et l'ensemble des activités restera détenu très majoritairement par EDF dans le cadre d'un groupe public et intégré. Je rappelle que l'actionnariat privé existe déjà dans EDF. La question
et on pourra l'envisager, c'est par exemple de mettre des plafonds. Et ça fera partie du débat. Parce que oui, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, EDF est une entreprise publique et le restera. Cela fait partie de l'ADN du groupe et même, je crois, d'une part de l'ADN français. Mais nous ne sommes qu'au début de ce chantier. À ce stade, nous ne sommes pas encore parvenus à un accord global avec la Commission européenne et les échanges se poursuivent. Cela prend du temps. Mais c'est aussi parce que le gouvernement tient bon sur les points essentiels du projet et parce qu'on veut qu'il soit solide. Et si cette négociation ouvre le champ des possibles, je le dis devant vous, jamais elle ne préemptera la voix des élus de la nation et l'indispensable discussion parlementaire sur l'avenir d'EDF avant toute réforme. Et je vous confirme que cette discussion ne se fera pas dans le cadre d'un projet de loi climat et résilience ou dans le cadre d'un projet de loi 4D. Ce sera une discussion spécifique sur ce sujet. De même, une réorganisation ne peut se faire qu'en débattant et en décidant dans le cadre des instances de gouvernance du groupe avec les partenaires sociaux. Je m'y engage car je crois que ce dialogue, ce débat à venir, c'est beaucoup plus qu'une obligation légale ou politique, c'est le gage de la meilleure décision pour le pays. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce que je voulais vous dire ce soir. Loin des rumeurs, loin des contre-vérités, loin des peurs, avec ce projet, nous entendons donner à EDF les moyens de rester le premier électricien bas carbone d'Europe, en sécurisant le financement de son parc historique et en dégageant les moyens nécessaires pour devenir un champion de la transition énergétique. Nul démantèlement, nul dépeçage, nulle remise en cause du statut des salariés n'est au programme. C'est bien à assurer l'avenir de la transition énergétique de la France que le gouvernement travaille et vous pouvez compter sur ma totale détermination. Je vous remercie.